Je vais essayer d'introduire ce cycle des nouvelles astronomies, on appelle ça l'astronomie multimessager, avec un flashback sur mes années d'étudiant ou de thèse, où un grand astrophysicien américain, Martin Harwitt, a publié un livre, Les découvertes cosmiques. Et il s'est dit, qu'est-ce qu'on a découvert et à quelle époque? Donc il a tracé les années, et ici juste cumulatif les découvertes. Il commence dans la préhistoire, en vérité ici 1, 2, 3, avec ce que c'est les étoiles, les planètes, les novae, les comètes, etc. On continue et ça accélère, là, au siècle des Lumières, on commence à accélérer. Et puis au XXe siècle, c'est presque asymptotique, ça passe par l'expansion cosmique, bien sûr les galaxies, les supernovas, l'expansion de l'univers, après les pulsars, et jusqu'au sursaut gamma. Et bien sûr, des années d'après, on se dit, mais comment ça continue? On est habitué aujourd'hui de justement voir presque chaque année de nouvelles choses, des planètes, des volcans sur Io, des trous noirs, l'âge et la forme de l'univers, de l'eau sur la Lune, l'oscillation des neutrinos avec la résolution du problème des neutrinos solaires, des terres probablement habitables, bon, une multitude de choses. Et bien sûr, on voudrait savoir, mais est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça continuera comme ça? Et quels sont les problèmes qui restent? Parce qu'on découvre de plus en plus de choses. Donc, un des fils rouges que j'aurai aujourd'hui, c'est de revenir sur ce graphe de Martin Harwitt, de demander comment ça continue, et aussi justement de savoir qu'est-ce qu'on loupe. Parce que déjà, Martin Harwitt, il a loupé ici, en 1933, la découverte d'un de mes compatriotes, un certain Fritz Zwicky. L'a-t-on oublié parce qu'il était quelqu'un d'un peu particulier, un peu colérique. Bon, lui, il a nommé, trouvé, découvert la matière noire. Ben, qu'est-ce que c'est? Bon. Comment on peut imaginer qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas? Matière noire. Lui, il a observé un amas de galaxies. Ici, bien sûr, il y a des étoiles en avant-plan, mais il y a plein de galaxies. Il a regardé comme ils bougeaient. Ça s'appelle d'étudier le théorème du viriel. Bon, là, c'est la seule fois que je vous embête avec un peu de formule. C'est pour vous dire que ça, c'était fait sur une demi-page par ce monsieur Fritz Zwicky. Il compare la vitesse de ces galaxies, comme monsieur Hubble, qui travaillait au même temps, qui prenait les vitesses de monsieur Slither. Mais bon, ça, c'était des vitesses radiales. Certains s'éloignent de nous à 8000 km, d'autres à 6600 ou peut-être même 5000. Et donc, il dit, il y a une dispersion de vitesse, ça tourne vite là-dedans. Par contre, il compte les étoiles, il arrive à dire qu'il y a 10 puissance 45 grammes. Donc, de ça, il peut dire comment ça devrait tourner selon ce qu'on appelle le théorème du viriel. Et il arrive à une masse virielle qui amène à 80 km par seconde. Donc il dit, il y a un petit problème là. Donc ça tourne beaucoup trop vite, donc il doit avoir de la dunkle Materie, ce que veut dire la matière noire. Donc lui trouve, maintenant je vais vous le faire un peu plus simple, que tout tourne trop vite, on voit ça aussi dans les galaxies spirales. On pense que bien sûr, pour ne pas tomber dans le centre de la Voie lactée, il faut tourner. Donc quand on tourne, on crée une force centrifuge qui s'oppose à la force de gravitation. Ça, c'est donc la théorie. Et l'observation vous dit que ça tourne beaucoup plus vite. Un peu comme une nacelle qui est suspendue là. Bien sûr, vous calculez tout de suite, vu que vous connaissez la gravitation qui vous ramène vers le centre, vous savez que la force centrifuge sera opposée. Vous calculez donc la vitesse qu'il faut pour être à cet angle d'inclinaison. Ça, c'est la théorie. En vérité, ça tourne comme ça. Donc, si ça tourne hyper vite, ça explose. Ou alors, il y a quelque chose qui oppose cette énorme force centrifuge, une force noire. Bon, maintenant presque tout est dit. On a bien sûr cherché dans l'univers
de la matière noire, on a pensé que c'était peut-être des poussières, des planètes, des astéroïdes. Tout ça, on a pu le virer. Même les étoiles noires, à la fin, les machos, on les a virés. Reste donc plus ou moins, vu que la gravitation ne semble pas être modifiée elle-même non plus, restent des actions et des WIMP. Mais on a beaucoup de mal à les trouver. Il y a encore des limites encore plus contraignantes qui viennent de sortir de 1 tonne de xénone dans le Grand Sasso, qui disent mais il y a presque plus de place pour ces WIMP avant qu'on est perturbé par les neutrinos. Donc si on ne trouve pas avec la prochaine génération, la recherche des WIMP serait peut-être non concluante. Mais bon, avec ça, si vous savez juste que ça tourne trop vite, si vous savez juste qu'il y a quelque chose qui fait que les nacelles ne s'éloignent pas, explosent pas, tout est dit, on ne sait pas plus pour le moment, on ne sait pas ce que c'est. C'est une grande question. Et puis, il y a de nouveaux inconnus, comme cette énergie sombre. Ça a juste 20 ans, cette idée. C'est quoi l'énergie sombre? Bon, à Toulouse, on connaît bien. L'énergie noire, on en a un peu peur. Et là, pareil, c'est quand on regarde les galaxies lointaines, autour de nous, vous connaissez la récession des galaxies. Moi, je me trouve ici et je vois tout le monde s'éloigner de moi. Plus qu'on est loin, plus qu'on s'éloigne vite. Vous pouvez d'ailleurs calculer l'âge de l'univers juste en divisant la distance par la vitesse. C'est ce que vous faites quand vous venez à Florence. Vous dites, c'est 130 km, je roule en moyenne à 65, ça me prend 2 heures. L'univers, ça lui prend 13 milliards d'années pour arriver là. Bon, jusque-là, c'est un cours d'astro standard. Après, on peut se demander, est-ce que ça continue? Est-ce que ça va s'accélérer? Ça, c'était Hubble qui voyait avec Einstein, là, c'est une photo de pub de cette loi de Hubble. Bien sûr, ça c'était ce que Hubble a vu en 1929, ça c'est ce qu'on a vu ensuite. Après, on se demande comment ça continue là-bas. Est-ce que plus que c'est loin, plus que ça va vite? Et comment ça va s'évoluer dans le temps? Donc, est-ce que dans le futur, ça va revenir dans une sorte de big crash? La densité d'univers serait suffisante pour que la gravitation arrête cette expansion et tout revient? Ou alors, c'est juste l'inverse et les choses partent avec une vitesse fulgurante qui surmonte le puits gravitationnel creusé par ces mêmes galaxies, et donc tout part à l'infini. Donc les gens qui ont étudié ça avec des galaxies justement très lointaines, des supernovae, ici, des supernovae, se rendent compte que pas seulement l'univers ne semble pas revenir sur lui-même, mais ça semblait même accélérer. Donc si, au début, il y a un Big Bang, une inflation, après une expansion, cette expansion, elle accélère. Et plus que ça dure, plus que ça va accélérer. Donc dans une sorte d'horaire graphique, où le temps court cet axe-là, et la taille de l'univers ici, ça serait l'univers avec une grande densité, ça revient sur lui-même. Ça serait juste le chemin critique qui aujourd'hui est à peu près vérifié à cet endroit, mais il s'avère que ces galaxies qui portent des supernovae de type 1A sont à des distances et les vitesses qui nous font croire que l'univers a accéléré et va continuer à accélérer. Plus qu'il est grand, plus qu'il va accélérer. Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux qui le fait, comme une gravitation négative, se repousser à lui-même, comme une gravitation négative. Encore une fois, vous vous demandez, mais c'est quoi? Mais vous pouvez demander qui que ce soit ici, hein, peut-être Hubert Reeves, s'il a un tuyau, mais je crois que la plupart de nous vont dire, mais on ne sait pas. Bon, moi, j'ai une situation un peu privilégiée, parce que le dimanche, je ne vais pas écouter dans les salles noires des conférenciers obscurs. Quand vous avez le fil avec le bon Dieu,
vous pouvez rentrer dans sa salle de contrôle. Voilà, la salle de contrôle du Seigneur, là, quand vous êtes intéressé à des choses supérieures. Donc là, vous êtes dans la salle de contrôle, on règle les constantes de gravitation, vitesse de la lumière, constante de Planck, et la charge de l'électron, etc. Et il y a donc visiblement un bouton de plus ici, ce lambda, c'est juste combien ça se repousse par mètre cube. Donc plus que vous avez de mètres cubes, plus que ça se repousse. Bon, bien sûr, c'est hyper naïf, bien sûr, c'est complètement bidon, mais c'est à peu près à cet état-là qu'on est. On a juste constaté qu'il y a quelque chose qui se repousse. Il faut d'abord mieux le comprendre, c'est pour ça qu'on fait de nouveaux télescopes. Donc il y a des questions qui restent visiblement, parce que la plupart de ce que vous entendez ici sur les planètes, les nébuleuses, les étoiles, les galaxies, tout ça, c'est la pointe de l'iceberg. Et bon, ça, c'est 4%, 4,9% de ce qu'il y a. Il y a 26% d'énergie sombre, de matière noire, et 68% d'énergie sombre. Donc tout ça, on n'en sait rien. Et la plupart de ce que nous vous racontons dans nos cours, ça concerne à peu près 5%. Et puis, on peut se demander comment on va finalement tordre le cou à ce problème-là. Visiblement, toute l'astronomie, l'observation du ciel, de ce que nous voyons, ça a du mal à nous le révéler. Et même si vous ne regardez pas seulement le ciel du visible, mais vous savez bien que le visible, c'est, même si on regarde tout le ciel, qu'une sorte de tranche. Il y a d'autres longueurs d'onde à côté du visible, à gauche et à droite, des ondes radio, micro-ondes, infrarouges, UV, X, gamma et gamma de très haute énergie. Tout ça, c'est aujourd'hui observé, et avec des télescopes, bien sûr, qui ne sont pas que au sol, mais surtout dans l'espace. Et ça sera donc demain, même heure, même salle, que Sylvain Chaty, qui d'ailleurs m'espionne, là, va vous en parler. Donc toute cette astronomie que je fêtais d'ailleurs dans les festivals il y a longtemps, j'ai parlé de cette astronomie multilongueur d'onde, on faisait des expositions à la Cité de l'Espace sur ça, c'est quelque chose d'assez récent. Hein, ça a dû attendre le développement des télescopes radio et le spatial, donc tout ce qui est après-guerre, ça c'est une astronomie nouvelle après-guerre, ça s'appelle multilongueur d'onde. Visiblement, elle n'a pas suffi de résoudre ces grands énigmes, ces 95% de l'univers. Il va falloir peut-être aussi trouver de nouvelles astronomies. Ben voilà, c'est les canaux que nous avons. Les photons, dont Sylvain vous parlera demain, ont appris la quasi-totalité de ce qu'on connaît, et aussi de ce qu'on ne connaît pas, justement. Ils nous ont indirectement donné une évidence de cette matière noire et l'énergie sombre. Et puis, bien sûr, il y a les météorites. Ça, c'est assez clair pour comprendre. Si un caillou vous tombe dessus depuis l'espace, il porte un message. Et ça sera quelque chose qui vous serait présenté donc mardi. Les rayons cosmiques, c'est des tout petites météorites, si vous voulez, des noyaux atomiques. Mercredi, les neutrinos, processus de très haute énergie, jeudi, et ondes gravitationnelles, vendredi. On peut un peu dire que c'est comme différents canaux. Si ça, c'est le canal historique, la 1, ça sera la 2, la 3, la 4 et la 5. Et vous pouvez avoir des informations de différents canaux. On sait aujourd'hui, dans des fake news, qu'il faut se méfier, se fier seulement sur un seul canal. Il faut croiser les informations. Et c'est ce qu'on a commencé à faire, et ça s'appelle l'astronomie multimessager. Bien sûr, il reste ce flou-là, avec la matière noire et l'énergie sombre. Jusqu'alors, avec tout ce qu'on a ici, on n'a pas réussi de craquer le secret. Donc peut-être c'est un peu comme un Canal+, dont nous n'avons pas encore payé la souscription. Donc maintenant, cette série que Bruno vient de vous annoncer, elle aura donc lieu sur chaque canal qu'on exploite aujourd'hui,
sur les journées de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc Brigitte Sanda, les météorites. Moi-même, je vais revenir pour les rayons cosmiques. Fabienne Schussler, les neutrinos. Et Alexandre Letiec, les ondes gravitationnelles. Donc je vais passer relativement vite. Bien sûr, les photons, je laisse ça entièrement à Sylvain. Ça va être super, je me réjouis de voir ça. Ensuite, les météorites. Brigitte, je vais juste vite vous montrer, bien sûr, ces deux. On trouve beaucoup de météorites sur des régions désertes, comme en Antarctique, et les déserts africains, par exemple. Pourquoi ? Ils épargnent votre jardin, peut-être. Mais non. Brigitte va vous parler de son projet Fripon, de les trouver aussi dans votre jardin. Mais c'est plus simple de les trouver dans un désert. Parce que s'il n'y a pas une montagne à gauche et à droite, et que de la glace, et vous trouvez un caillou, bon, il est probablement tombé du ciel. On vérifiait, et puis c'est fait. Donc cette astronomie-là, des cailloux qui nous tombent dessus, nous informe sur l'origine du nuage interstellaire qui a donné naissance à notre Terre, à notre système solaire. Parce qu'il y a des chondrites qui se sont tout de suite cassés, fragmentés, des corps qui se sont formés, mais qui n'ont pas eu le temps de faire cette centrifuge inverse avec la chaleur et la pression que les éléments lourds, denses et flués vers le centre, comme la ferraille. Donc la façon d'étudier la ferraille au centre de la Terre, c'est pas faire un trou, c'est de collectionner des cailloux qui ont fait la même chose, mais qui après se sont fragmentés dans la collision avec un autre astre, et puis qui ont formé donc des achondrites, des météorites qui ressemblent, comme les sidérites, à des noyaux de planètes, des cailloux qui sont des météorites qui ressemblent aux cailloux de notre manteau et ceux de la croûte. Et ça nous renseigne donc sur notre système solaire, son histoire, son âge. Donc ça, c'est mardi matin, 11h. Same time, same place. Bon, maintenant, je vais me dédier un peu plus sur ces 3 nouvelles astronomies, rayons cosmiques, neutrinos et ondes gravitationnelles. Bon, les rayons cosmiques, finalement, c'est de la matière. C'est comme des météorites qui vous tombent dessus, mais tout petits, et sans les électrons. Ils sont tellement rapides, ils ont une vitesse proche de la lumière, ils sont ionisés, c'est-à-dire ils ont perdu depuis longtemps leur cortège électronique. Donc ça, c'est la plus petite météorite que vous pouvez imaginer. C'est juste donc un proton. Et il pleut sur la Terre, bien sûr, contrairement à des météorites que vous trouvez sur la Terre, c'est qu'un météore, ça va faire juste peut-être une toute petite trace que vous ne pouvez pas voir facilement, une toute petite trace lumineuse. En vérité, vous pouvez les voir, mais il faut partir plus vers les pôles, et vous ne voyez pas forcément ceux des rayons cosmiques, les protons plutôt, mais ceux du Soleil. Quand vous partez à haute latitude, vous pouvez voir des aurores boréales, et ça, ce sont justement des particules chargées, des protons qui pleuvent sur l'atmosphère. Ceux-ci sont en majorité dus au vent solaire, donc à des éruptions solaires, mais le phénomène est le même. Les rayons cosmiques sont quelque part mélangés là-dedans, moins forts. Mais ça, c'est le phénomène. Et on peut imaginer maintenant pour une particule de très haute énergie, là, un proton qui arrive, qu'est-ce qui se passe avec ce proton? Il va donc pas seulement exciter un peu d'azote ou d'oxygène pour faire un peu de lumière, il va d'abord faire des particules secondaires et faire toute une douche de particules qui vont développer un maximum à peut-être 20 km, mais certains vont pénétrer jusqu'au niveau du sol. Les muons qui vont vous traverser en ce moment même et qui peuvent être détectés avec des détecteurs de surface. Donc ça, c'est donc les rayons cosmiques qui viennent
pas du Soleil, ils sont bien plus énergétiques que les protons quand on voit le Soleil. Et on peut faire leur spectre, donc on regarde leur énergie et leur quantité, le flux. Et c'est une loi extrêmement belle, c'est une des merveilles de la nature, que c'est tout à fait droit à partir de là où le Soleil fait bouclier contre ces particules. Vous avez ici peut-être une particule par centimètre carré seconde, et là-bas, il y a une particule par kilomètre carré et par siècle. Et là, on a encore moins. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est l'étendue. En vérité, il ne faudrait pas que je le montre comme ça, il faudrait que je le montre comme ça. Donc c'est, attendez, pardonnez, oui, ça c'est 10 puissance 30 magnitude, et ça c'est 10 puissance 12. Donc en vérité, il faudrait le montrer comme ça. Et c'est hyper régulier. Et puis on peut bien sûr se demander quelles sont les sources. Bon, on sait que là-bas c'est le Soleil, au milieu c'est les supernovas dans notre Voie lactée, et puis tout en bas, c'est probablement les noyaux actifs de galaxies, donc des trous noirs supermassifs. Mais ce qui est important, c'est régulier sur 12 ordres de magnitude. C'est absolument formidable. Et là, c'est 32 ordres de magnitude en dynamique. Pour avoir, qu'est-ce que ça va dire 10 puissance 32, c'est l'épaisseur d'un cheveu sur 10 milliards d'années-lumière. Donc c'est énorme, l'étendue, du tout petit au tout grand. Donc c'est une vraie merveille de la nature. On peut se demander quel processus travaille à la même manière sur toute une étendue comme ça. Et puis, si on parle aussi des énergies qui sont impliquées là-dedans, je reviens sur cette représentation-là. Donc vous avez la plus grande machine que l'humanité a produite, là, le CERN, l'LHC, qui produit 10 puissance 14 électronvolts, et puis en collision un peu plus. Mais ceux là-bas, ils sont produits à une énergie qui correspond à une balle de tennis au service. Donc 10 puissance 21 électronvolts, c'est une balle de tennis au service. Donc c'est assez effrayant. Et si une particule de ce type d'énergie rentre dans l'atmosphère, voilà ce qui se produit. C'est une sorte de douche. Donc c'est comme un météore, mais qui rentre à la vitesse de la lumière, qui produit plein de particules secondaires. Donc ça, c'est la signature qu'on peut voir avec un télescope qui est suffisamment rapide et des détecteurs au sol. Quelles sont les sources qu'on imagine? Bon, à plus basse énergie, je vous ai dit, c'est plutôt les supernovas. On pense que c'est des fronts de choc qui produisent ça dans ce qu'on appelle accélération de Fermi. Donc comme des raquettes de ping-pong qui sont transportées dans cette explosion d'une étoile qui s'est effondrée et qui ensuite a explosé. Donc dans cette explosion, les vitesses différentielles peuvent accélérer les particules. Et puis à toute haute énergie, vision d'artiste ici, d'un trou noir supermassif, son disque d'accrétion c'est G. Là encore, il y a des fronts de choc et cette accélération de Fermi. Donc ça, c'est ce qu'on pense, ce sont les sources, mais comment les observer? Parce que le problème avec ces petits météorites, là, les protons, ils sont chargés, et si une supernova explose, eh ben, le proton va être dévié par les champs magnétiques dans la Voie lactée, force de Lorentz, et ça va ressembler plutôt à un spaghetti dans votre assiette avant que vous le mangez, quand il est totalement tordu. Donc si vous pouvez connaître la vitesse d'arrivée, ici, eh bien, ça ne vous donne aucune indication d'où est venu ce rayon cosmique. Il a perdu la mémoire. Sauf, peut-être, s'il est venu d'un événement extrêmement énergétique, même à l'extérieur de notre Voie lactée, comme un noyau actif de galaxie. Comme ça, si son énergie est tellement importante, disons les plus hautes énergies, 10 puissance 21 électronvolts, il pourra aller tout droit. Et comme ça, vous faites vraiment de l'astronomie de particules, l'astroparticule. Maintenant,
très rapidement seulement comment on détecte. Je vous en dirai plus si vous voulez mercredi. Donc ça, c'est le noyau original qui arrive, qui fait donc une douche qu'on a agrandie ici avec plein de particules élémentaires, des pions, des pi zéro qui deviennent des gamma, qui deviennent des électrons, des positrons, qui à leur tour redeviennent des photons, et ainsi de suite, aller-retour. Ça donne une gerbe de lumière. On appelle ça malheureusement en français une gerbe, c'est pas très joli. En anglais, on appelle ça un shower, une douche. Et il y a des neutrinos, il y a des muons qui vont taper sur des détecteurs qu'on peut disposer au sol, et la gerbe lumineuse, on peut la voir avec un télescope. Ça se fait par exemple dans le désert du Utah. Là, vous avez les kilomètres. C'est quelque chose comme 40 fois 50 kilomètres. Une matrice de ces détecteurs au sol et de télescopes disposés à 3 endroits regardant le ciel. Et donc là, vous avez quelques-uns de ces détecteurs au sol. Quand on les agrandit, ça donne ceci. Et ce télescope nous a livré cette première carte du ciel avec 72 directions d'arrivée qui devraient maintenant sont tellement énergétiques, donc des exa-électronvolts, c'est autour de 10 puissance 9, 10 puissance 19 électronvolts. C'est 5 années d'observation. C'est que l'hémisphère nord là, qui est concerné avec ce télescope. Et on a trouvé ici un point chaud qui a peut-être 40 degrés de diamètre, qui représente que 6% de l'hémisphère nord, mais qui contient 25% de tous les événements. Donc on pense que peut-être on est en train de commencer de faire l'astronomie avec des particules, l'astroparticule. Bien. Donc si vous voulez savoir plus, je vous en parlerai de ça mercredi. Pour le moment, bien sûr, il y a plein de gens qui fantasment sur ce que ça pourrait être, parce que ça coïncide à peu près avec la main de la Virgo, de la Vierge. Mais passons sur les neutrinos. Les neutrinos, c'est beaucoup plus difficile à imaginer. Si, pour les rayons cosmiques, on a encore pu dire c'est des tout petites météorites, seulement un noyau d'atomes, là, c'est difficile pour vous de savoir ce que c'est, même s'il y a en ce moment même 65 millions qui passent par chaque centimètre carré et chaque seconde par votre corps. Donc vous êtes inondé de neutrinos, bombardé de neutrinos, mais comme moi, vous ne sentez pas grand-chose. Donc si vous avez une tête un peu mal à la tête hier soir, c'est pas ça. Il y a à la limite un neutrino, si vous avez la chance ou non, qui interagit pendant votre vie dans votre corps, et ça ne vous ferait pas plus que n'importe quel noyau radioactif qui décroît dans votre corps ou un rayon cosmique qui vous traverse. Donc c'est rien. Vous n'auriez aucun effet de ces neutrinos. Pourquoi donc s'ils font rien, pourquoi s'y intéresser? Il y a une question qui était justement les neutrinos du Soleil. Pourquoi les observer? Parce que quand vous mariez 4 protons en un noyau d'hélium, vous ne produisez pas seulement de la lumière, vous produisez aussi des neutrinos. Et ces neutrinos, ils ont un avantage, justement, pendant que la lumière qui vient du réacteur nucléaire qui est juste au centre, c'est tout petit là au centre, c'est même pas un pour mille du volume du Soleil qui produit de l'énergie. Un photon qui est émis là est tout de suite réabsorbé, remis, réabsorbé. Bon, ça prend 1 million d'années, plusieurs centaines de milliers d'années pour arriver à la surface. Donc ça n'apporte plus aucune information une fois que c'est émis depuis la surface du Soleil. Elle ne vous raconte rien du réacteur. L'avantage de neutrinos, c'est qu'il part direct depuis le réacteur. Donc ça, bien sûr, c'était la preuve ultime, si on les voyait, de ce qui se passe là avec ce processus PP, la source de l'énergie de nos étoiles, et bien presque tout ce que nous avons ici. Bon, pas Goldfish,
mais l'énergie dans vos voitures, l'énergie du soleil aujourd'hui, bien sûr, un peu trop. Donc on voulait absolument vérifier ça. Le problème, quand on commençait à mesurer ça dans des mines, par exemple ici à Homestake, dans le Dakota du Sud, c'est 400 000 litres de perchloréthylène qui, quand ils interagissent avec un neutrino, peuvent rarement produire un argone à partir d'un chlore 37. Donc on n'a qu'à compter l'argone qu'il y a dans ce conteneur régulièrement. Et bon, même si le flux est donc 100 millions de neutrinos par centimètre carré et seconde, il y a une fois par semaine que ça interagit dans ce énorme détecteur. Vous voyez la taille d'un humain là-dedans. Donc on a quand même fait ça pour se protéger du rayonnement cosmique qui pourrait produire des effets perturbateurs de bruit de fond. On s'est enterré dans une vieille mine. Et puis on a mesuré, on savait à peu près ce qu'on attendait. On attendait à peu près, dans le standard Solar Model, des neutrinos units à peu près 8, peu importe, c'est une unité aléatoire. Et après donc une vingtaine d'années d'observation, de temps en temps, on relève, on a trouvé 2,1. Donc on a trouvé à peu près le quart de ce qu'il fallait. Grand problème. Bon, on a attendu les années 2000 et les résultats d'un détecteur qui est aussi dans une mine, ici au Canada, à Sudbury, une énorme sphère, ici, 1000 tonnes d'eau lourde. Pourquoi on fait des trucs si grands? Ben oui, parce que ça n'interagit quasiment pas. Si c'est un avantage de s'échapper du soleil, oups, ça c'est un avantage de traverser tout le soleil sans interagir. Mais après, il faut encore les arrêter. Et ça, bien sûr, là, il faut faire des détecteurs volumineux. 1000 tonnes d'eau lourde, là, dans une bulle intérieure, dans un récipient plastique de 12 mètres de diamètre, entouré d'une sphère géodésique avec des photomultiplicateurs, le tout dans une cavité 20 x 34 mètres, encore remplie d'eau ordinaire, mais très très pure, pour soutenir cette structure, sinon elle s'effondrait. Donc on remplit de l'eau dedans, donc de l'eau lourde, avec du deutérium, de neutrons un neutron dans le noyau de cet hydrogène. Et ça, c'est inclus dans cette sphère-là. Donc avec ce détecteur, on s'est rendu compte que on trouvait suffisamment de neutrinos. Mais le problème, c'était que le neutrino électronique, ce sont ceux qui sont envoyés par le Soleil, se sont transformés en route. Il y a une oscillation de neutrinos, il y a 3 espèces, neutrinos muoniques et le muon tau. Et quand ils arrivent, il y a un mix. Ils font une sorte de travesti en route. Donc si on produit ici des neutrinos électroniques dans le Soleil, en route, si on fait un zoom là-dessus, on se rend compte que ça oscille entre les différents états. Avant de le détecter, on ne peut pas savoir dans quel état il est. Mais il y a une superposition de ces 3 états, électronique, tau et muonique. Et quand on les détecte à la fin, on va trouver un mix. Et quand on les a tous comptés, le compte y était. Donc on a commencé pour la première fois de l'astronomie neutrine avec le Soleil, et on s'est rendu compte en même temps qu'il y avait un important message dans le messager lui-même. Le neutrino oscille, il change, il se travestit en route. Deuxième exemple d'astronomie neutrino, la supernova, la plus forte, la plus proche qu'on a vue dans notre vie, c'est celle de 87A. C'était avant, c'était après. Et ça, c'était la vraie naissance de l'astronomie multimessager. Qu'est-ce qui se passe quand une supernova explose? Bon, il y a un noyau d'étoiles qui s'effondre sur lui-même, qui devient un noyau de fer, et plus loin, une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, on l'a produit en faisant marier le proton avec l'électron là-dedans.
de toute cette matière, ça donne des neutrons et des neutrinos. Et comme cette masse stellaire, c'est à peu près 10 puissance 30 kg, et le proton pèse 10 puissance moins 27 kg, ça veut dire qu'il y a 10 puissance 57, 57 zéros de neutrinos qui s'échappent d'un coup, dans la seconde. Et même si nous sommes très loin de cette supernova 87A, 3 détecteurs, un peu comme celui-là, un grand détecteur qui n'était pas fait pour l'astronomie, mais pour la stabilité du proton, donc de l'eau pure là-dedans et des détecteurs. 3 détecteurs de ce type-là ont vu le signal des neutrinos. Ça, c'est le temps qui passe. Là, c'est les événements qui arrivent. Là, dans IMB, je crois qu'il y avait 1, 2, 3, 4, il y avait 8 là-dedans. 8 en même moment. Donc, ça, c'est complètement improbable. Et donc, on a vraiment détecté, pour la première fois, des neutrinos d'une étoile mourante. On a pris ici 8 de ces 10 puissance 57 neutrinos dans cet énorme réservoir. Il y avait 2 autres, un japonais, un russe, qui ont vu le même signal. Donc c'est absolument confirmé. Et ce qui était frappant, que juste après ce pulse, tout le monde a bien sûr braqué ses télescopes vers cet endroit. Et en astronomie gamma, on a vu une petite carte du ciel ici, un flash qui durait plusieurs mois, la radioactivité qui était produite du cobalt 56. C'est quelque chose qui décroît dans 70 jours, et donc il faut regarder très très vite, sinon c'est plus là, c'est comme une casserole qui fume. Donc il vous indique ici quelqu'un a produit des éléments lourds. Parce que si vous regardiez 5 ans plus tard, il n'y aurait plus rien. Donc là, on voit du cobalt frais. On sait que c'est frais parce qu'on sait que ça vit très très peu de temps. Et donc ça, c'est maintenant, d'une part, c'est la preuve de l'alchimiste cosmique que sont les étoiles qui s'effondrent, les supernovae, parce que ça, c'est l'endroit où a eu lieu cette supernova. Et en même temps, on voit en ce moment-là des neutrinos. Donc, le tour est bouclé. On a et les neutrinos et on a les photons. Donc c'est pour la première fois, en 87, on a fait l'astronomie multimessager. Donc on sait, ça c'est bien sûr l'histoire astronomique, que quand une étoile s'effondre, il y a vraiment un mariage de protons et électrons qui font des neutrons. C'est devenu une étoile à neutrons. On a les neutrinos comme preuve, et en même temps, ces énormes densités de neutrons vont vous produire des éléments lourds, comme par exemple du cobalt 56, qui vont après être éjectés, qui vont fertiliser l'univers et produire après peut-être des nuages qui, à leur tour, peuvent s'effondrer, faire des systèmes solaires. Et peut-être, le cobalt d'ici, c'est cobalt nickel-fer, va devenir la ferraille. Peut-être un jour, là-bas, il y aura un parking avec des voitures en ferraille aussi, et des globules rouges comme les vôtres, qui sont faits d'une étoile effondrée. Et donc, c'est une absolument magnifique histoire, et c'était le début de cette astronomie neutrino. Après, on a bien sûr voulu construire de télescopes dédiés et plus performants. Le plus performant en ce moment est au pôle sud, dans la glace. Ça s'appelle IceCube. Ici, la station de IceCube, et elle est à la surface, et vous avez comme des perles de détecteurs, de photodétecteurs dans la glace, pour comparer ici la tour Eiffel. Et quand un neutrino rentre là-dedans, il va créer une particule chargée qui est super lumineuse dans la glace et qui va faire ce qu'on appelle la lumière Cherenkov et vous produire la direction d'arrivée de ce neutrino. Donc c'est comme ça que vous savez, c'est un événement maintenant, un des premiers, avec une énergie aussi des pétaélectronvolts, un des premiers qu'on a vu en 2011. C'est aussi comment il se développe et ça vous permet de reconstruire la direction au ciel. Maintenant, avec ça, on veut bien sûr trouver des événements comme des supernovas, peut-être des trous noirs supermassifs.
Et en effet, on le sait depuis quelques mois maintenant, il y avait un événement qui a eu lieu en septembre 2017. Ici, le développement de cet événement dans IceCube. Et ici, l'observation multilongueur d'onde de ce même neutrino qui a suivi cette observation et dans la direction d'où il est venu, où se trouve un objet qu'on appelle un blazar avec ce nom TXS 0506. Et la vision qu'on a de cette histoire, qu'il y a un trou noir supermassif, des jets, un peu comme ceux qui produisent les rayons cosmiques, exactement les mêmes, qui produisent des particules, qui les accélèrent, c'est l'accélérateur des rayons cosmiques. Ça fait donc toute une cascade d'événements, entre autres des photons, mais aussi des neutrinos. Et quand ce jet est bien orienté vers vous, ce noyau actif de galaxie s'appelle un blazar. Sinon, c'est juste un AGN. Quand le jet vous pointe, vous pouvez facilement avoir les neutrinos et les gammas. Et c'était le cas avec ce blazar 0506. C'est encore relativement, disons, contesté ou discuté, parce que c'est un seul événement, on n'est pas tout à fait sûr, mais au moins ce blazar, il a vraiment eu un sursaut à ce moment-là, ou disons les 14 jours après cet événement, toutes les longueurs d'onde, ça c'est multilongueur d'onde du radio au gamma, tout le monde l'a observé, tout le monde l'a vu dans un état intense. Et donc si vous venez maintenant jusqu'à la fin, quel est aujourd'hui l'état de l'astronomie neutrino de IceCube? Donc voilà la carte du ciel. Cet événement que je viens de vous montrer, pas encore dessus. Ils sont numérotés là. On voit, il y a une surdensité ici dans cette représentation galactique. Là, il y a une petite surpopulation aussi. Ça, c'est l'endroit où on a trouvé des neutrinos. Pour le moment, on n'a pas encore identifié ceux-là. On n'a pas des observations contemporaines en lumière visible ou dans les lumières radio X gamma de ces neutrinos-là. C'est pour le moment juste le ciel en neutrinos. C'est comme ça qu'il se présente. Et il y a encore plein d'énigmes. Mais bon, on espère aussi plein de nouvelles choses, au moins dans le futur. Et c'est une astronomie naissante dont Fabien Schussler vous parlera donc jeudi, encore une fois, 11h15 ici. Avec ça, je saute. Vous voyez bien que c'est une introduction. Vous restez sur vos fins. Mais bon, c'est pour ça qu'on va approfondir deuxième couche là jeudi. Je passe à la 5, les ondes gravitationnelles, la plus récente de ces astronomies. Comment faire des ondes gravitationnelles? Bon, vous en faites en ce moment. N'importe quel déplacement d'un objet doit informer l'univers de la nouvelle position de cet objet. Il y a une masse qui était là, maintenant elle est là. Tout objet dans l'univers est attiré un tout petit peu plus vers le bas. Vous étiez attiré par ce pointeur laser dans cet angle-là. Quand il est là-bas, c'est là-bas. L'information doit se propager. Si vous clignez de votre œil, l'information doit se propager au reste de l'univers. L'œil est fermé maintenant. Ça ne m'étonnerait pas. Comment faire donc une onde gravitationnelle qui peut se mesurer? Bien sûr, clignement d'œil, ça va être difficile. Bon, il y a une expérience là. Vous mettez 2 fois 1 tonne à 1 mètre de distance et vous le faites tourner 1000 fois par seconde. Là, là on déplace rapidement du matos. Ça devrait se voir. Je me mets à 300 mètres et je regarde ce que ça donne. Je tourne 1000 fois. Ce que ça va donner que la géométrie de l'espace, si vous avez pris 1 mètre pour mesurer, l'espace se serait déformé
de 10 puissance moins 35 mètres. Donc 1 10 puissance 35e. Totalement ridicule. Jamais la vie on pourrait mesurer ça. Même avec cette machine infernale ici. Donc qu'est-ce qu'il faut pour faire des ondes gravitationnelles qu'on peut mesurer? Bon, vous prenez 2 trous noirs, même s'ils sont à 1,3 milliard d'années-lumière, vous les faites tourner l'un autour de l'autre, vous voyez l'effet d'optique gravitationnelle, de l'antigravitationnelle de ces 2 trous qui tournent autour, qui malaxent l'espace et qui tournent de plus en plus rapide autour d'eux, jusqu'à fusionner, ce qu'ils ne vont pas tarder de faire ici, et devenir un seul trou noir. Bon, ça se calme, c'est le ring down. Et là, vous avez un trou noir et qui ne fera plus d'ondes gravitationnelles. Si vous regardez ça avec une autre animation, donc les 2 trous noirs tournent autour d'eux-mêmes, ils produisent donc une onde gravitationnelle, ils fusionnent, et l'onde se propage à travers l'univers et déforme l'espace-temps. 1 mètre ne sera pas 1 mètre là où ça passe. Et si ça passe à travers la Terre, bon, ça va la déformer, on va légèrement exagérer l'effet. Cette onde, la première qu'on a mesurée en 2015, avec ce type d'instrument, elle faisait bouger donc la Terre jusqu'à presque 300 fois par seconde le moment de la fusion. Mais comment on mesure? Bon, il faut des grandes règles là. Les 2 bras de cet instrument de mesure, qui est purement un instrument de mesure de longueur. On va mesurer les 2 bras. Ça s'appelle un interféromètre de Michelson. Il y a un faisceau laser qui court dedans. Et si une onde gravitationnelle passe, un des bras se rallonge, l'autre se rétrécit. Et c'est ça qu'on va vouloir mesurer avec un laser très très puissant qu'on amène à interférence destructive. C'est-à-dire on fait en sorte que les 2 faisceaux, si ça ne bouge pas, vont juste s'éteindre. Ils font un aller-retour et il y a une interférence constructive, destructive, constructive, destructive ici. Et on va faire en sorte, dans le calme, le laser, même s'il est méga puissant, il va s'éteindre. Bon, là, il va juste faire une interférence positive. Donc, s'il est éteint, le moindre changement de longueur va vous produire une petite lumière que vous pouvez détecter avec un détecteur super puissant. Bien sûr, on ne fait pas qu'un aller-retour entre ces miroirs, on en fait plein. Ça multiplie la longueur de vos bras de mesure. Et puis, pour être sûr, on n'utilise pas qu'un détecteur, on utilise 2, un LIGO Livingston, un LIGO Hanford, qui sont à 3000 km. C'est 10 millisecondes pour le temps de parcours de la lumière. Et c'est avec ces 2 détecteurs que l'humanité a vu sa première onde gravitationnelle le 14 septembre 2015. Donc ça, c'est celui de Livingston. Ça, c'est celui de Hanford. 7 millisecondes plus tard, le signal à l'oscillation de ce détecteur-là a été vu dans celui-là. L'avantage de ce type d'astronomie, c'est complètement déterministe. C'est-à-dire, on peut, avec ces données aussi pauvres, il vous semble, parfaitement reconstruire ce qui se passe. On peut avoir la masse des 2 trous noirs. Et dans ce cas, c'était 2 trous noirs qu'on ne connaissait même pas encore. Des trous noirs de type 30 masses solaires. Personne ne savait que ça existait avant. En vérité, personne ne savait vraiment que les trous noirs existaient avant. Les trous noirs étaient vraiment confirmés par cette expérience ce jour-là. On avait des très bonnes indications avant, mais vraiment vues, on les a vues ce jour-là. Et là, ils fusionnent. Et avant de fusionner, quand on commence à les détecter, ces trous noirs de 36 et 29 masses solaires sont comme
à la distance Toulouse-Fleurance et tournent autour d'eux-mêmes jusqu'à 275 fois par seconde. Et puis aussi, l'addition de 36 et 29 masses solaires, on sait que le trou noir final n'a pas 65 masses solaires, mais 62. Qu'est-ce qui s'est passé avec le reste? Elle est rayonnée en énergie de l'onde gravitationnelle. C'est ça, l'énergie qui a fait bouger, qui a malaxé l'univers et peut-être un tout petit peu la Terre. Ce qui est frappant avec cette mesure, que l'amplitude que vous mesurez ici se mesure en 10 puissance moins 21. 10 puissance moins 21, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. C'est de mesurer l'épaisseur d'un cheveu sur la distance Terre alpha du Centaure, l'étoile la plus proche. C'est ça le changement de longueur. C'est 10 puissance 1 mètre rétrécirait 10 puissance moins 21 mètres. Le noyau atomique, pour votre info, ça fait 10 puissance moins 15 mètres. Donc c'est un millionième d'un noyau atomique qu'on a mesuré sur la longueur d'un mètre. Et si on transporte ça justement sur l'épaisseur d'un cheveu, ça serait distance ici, l'étoile la plus proche. C'est un peu effrayant. Et ça a pris une cinquantaine d'années pour réussir. Je vous ai parlé de ma thèse dans les années 80. Pour l'anecdote, on m'a proposé une thèse sur un interféromètre de 3 x 3 mètres pour trouver l'onde gravitationnelle dans les années 80. Je dis, bon, je fais en astronomie gamma, messieurs. Mais les gens, bien sûr, vous le savez, ils ont entre-temps eu le prix Nobel pour ça, et pleinement mérité. Depuis septembre 2015, il y en a 6, peut-être 7 autres ondes gravitationnelles, et je vous parlerai de celle-là, qui a été détectée aussi par un détecteur européen, Virgo, et qui a permis de faire une position au ciel assez précise. Et en même temps, cette onde gravitationnelle a été vue, cette fois-ci, par des détecteurs gamma. Donc si l'onde gravitationnelle arrive à ce moment-là, ça c'est le signal qui monte, c'est les hertz là, de la fusion, les deux objets qui tournent autour l'un de l'autre. Cette fois-ci, ce ne sont pas des trous noirs, ce sont deux étoiles à neutrons qui tournent de plus en plus vite, jusqu'à 400 fois par seconde. Ils fusionnent et 1,7 secondes plus tard, deux détecteurs gamma, donc ça c'est Fermi et intégral, ils voient en même temps, ça c'est Fermi et intégral, ils voient en même temps un petit flash de lumière qu'on appelle un sursaut gamma. Il n'est pas très fort, surtout pour intégral, mais je vous le montre quand même, parce que j'ai extrait moi-même les données. Donc voilà le petit pic. Et bon, on peut le voir un peu mieux si on fait un meilleur traitement de données, mais ça, c'est les données juste brutes, triées à la seconde. Et c'est quand même un petit cocorico là, pour les Français aussi, qui ont fait l'instrument intégral. Et qui ont donc détecté dans cette galaxie NGC 4993, qui est dans la constellation de l'Hydre, une fusion de deux étoiles à neutrons. Donc c'est à une distance de 40 mégaparsecs, comme 120 millions d'années-lumière. Et là-dedans, deux étoiles à neutrons fusionnent et produisent d'une part une onde gravitationnelle et 1,7 secondes plus tard, un flash de lumière qui, entre-temps, a été vu par plein d'autres télescopes. Pas seulement les rayons gamma, mais les UV, les X, en visible, en infrarouge et en radio. Donc c'est devenu pas seulement multimessager, mais aussi multilongueur d'onde. Et on a donné un nom là, à cet événement, c'était une kilonova, donc une fusion de deux étoiles à neutrons. On ne sait pas trop quel est le produit dans ce cas-là, mais
cet événement-là aura écrit de l'histoire parce que c'est la première fois que vous avez un peu son et lumière. Vous avez la lumière et vous avez la coalescence qui a fait bouger ces détecteurs sur Terre. Donc si on fait un bilan de cette astronomie des ondes gravitationnelles, là il y a ces événements qui sont assurés pour le moment. Il y en a certains, on ne connaît pas très bien leur position parce qu'il n'y avait que 2 détecteurs qui étaient opérationnels. Et c'est seulement en 2017 que Virgo était opérationnel aussi. Et ça réduit la boîte d'erreur que nous avons. Donc là-dedans, il y avait cette kilonova qui ensuite a été vue dans toutes les autres astronomies. Et vous voyez, quelques jours plus tôt, on avait déjà un autre événement. Oups, je les ai confondus. Ça, c'est celui qu'on a vu à toutes les astronomies. Celui-là, on ne l'a pas vu parce que c'était aussi les trous noirs. Et les trous noirs, ils n'ont pas de cheveux, donc ils ne font pas de lumière. Bon, c'est ce qu'on pense. Donc, la plupart de ces événements ici, on ne sait pas trop où ils sont, mais c'est la coalescence de trous noirs de 30 masses solaires, typiquement, tandis que ça, c'est la coalescence de ces étoiles à neutrons. Bon, j'ai fini mon petit tour d'horizon sur les nouvelles astronomies, et je reviens sur ce graphe du nombre de découvertes que nous avons vu avec M. Harvit. Et bien sûr, je me suis fait le plaisir de rallonger ce graphe. J'ai mis les volcans sur Io, j'ai mis les neutrinos, j'ai mis les naines brunes, j'ai mis les premiers exoplanètes, le fait que l'univers est fait de la matière et pas d'antimatière, l'énergie sombre, les anisotropies qui ont donné l'âge et l'univers et l'âge et la géométrie de l'univers. Plein de choses, les fast radio bursts, l'eau sur la Lune, l'habitabilité de Mars, les exotères et bien sûr les ondes gravitationnelles. Et bon, il y a une petite discontinuité aussi parce que je n'ai pas enlevé les découvertes qui enfin étaient peut-être pas une découverte chez Martin Harvit, mais globalement, on peut dire qu'entre 1960, l'âge du spatial, Sputnik, et aujourd'hui, on passe de 30 à 60 choses nobelisables dans l'univers. On a doublé le nombre de découvertes dans une seule génération. Ça, c'est absolument fantastique. La connaissance est effectivement en train d'exploser. On part dans l'asymptote et je ne pense pas que ça va s'arrêter si vite. De l'autre côté, ce qui est marrant de dire, ce qu'on a vu tout au début, que aussi nos lacunes semblent avoir monté si jusque peut-être au fin 19e siècle, le visibilis et invisibilis étaient très peu. On croyait de plus ou moins connaître l'univers. De toute façon, la cosmologie, on le faisait dans le système solaire avec les épicycles. Donc on savait quasiment tout sur l'univers jusqu'en 1930. Ensuite est venu Zwicky qui a dit, bon, vous connaissez probablement que 10%. Le reste, c'est matière noire. Ensuite sont venus Perlmutter, Schmidt et Riess, qui ont, eux, eu un prix Nobel, contrairement à Zwicky, malheureusement, et qui ont introduit l'énergie sombre, et qui font que maintenant, on ne connaît que 5%, et 95%, c'est matière noire et énergie sombre. Donc en vérité, ce qui s'est passé, on sait en moins de choses, malgré le fait qu'on a fait plus en plus de découvertes. Donc la fraction de ce qu'on sait est 5%, tandis que le nombre de découvertes explose. C'est un paradoxe, et c'est compréhensible. Mieux qu'on regarde, mieux qu'on connaît ses lacunes, et mieux qu'on peut être un tout petit peu humble devant l'univers. Et bien, je vous montre ça parce que je pense que ces nouvelles astronomies, dont je vous montre ici maintenant mauvaise direction. Je vous montre le schedule, l'horaire. On fait depuis toujours l'astronomie du visible, mais depuis les années 60, on fait du multilongueur d'onde.
Ça fait exploser les découvertes. Les météorites, en vérité, on les fait depuis 1800, mais on sait seulement faire, depuis peut-être 100 ans, en faire de la science. Mais les rayons cosmiques, les neutrinos et les ondes gravitationnelles, on les fait que maintenant. Ça fait 7 ans qu'on a commencé sérieusement à faire des rayons cosmiques et 2-3 ans pour les neutrinos et les ondes gravitationnelles. Bon, sauf si on compte le Soleil, peut-être la supernova pour les neutrinos. Mais c'est tout récent. On a vraiment commencé à faire ces nouvelles astronomies-là. Donc c'est avec ça que je vous donne congé. Je reste bien sûr ouvert à vos questions. D'espérer que surtout les toutes nouvelles astronomies ici vont nous aider de lever le mystère sur tout ce que l'on ne sait pas. Merci.